il s'agit aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, du regard et de la parole. Entre nous, le regard est beaucoup plus important que la parole. Voilà. Avec le regard, on ne peut pas tricher, avec la parole, on peut mentir toute la journée et personne ne le sait. Alors c'est un dialogue, on parle d'un homme et d'une femme. Alors, vous savez ce que c'est, les hommes, par exemple, on parle d'un homme qui découvre un vaccin. Il découvre un vaccin, un grand type, hein. Et elle, ouais, elle dégote un petit canapé à l'hôtel des Ventes. Vous comprenez? C'est ça la relation. Alors, si je ne vous convainc pas, on peut vous donner d'autres exemples. Par exemple, il parle. Alors, quand il parle, le monde s'arrête de tourner. Et puis elle parlote. Puis alors, quand c'est l'heure du déjeuner, il cuisine. Il cuisine. Il y a un déjeuner formidable, la petite Odessa. Et puis elle popote. Elle popote. Et puis alors, quand il se sent bien, il siffle. Il a un beau siffle, il siffle comme un merle. Et puis elle, bon, elle sifflote. Bon. Et puis alors, quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas? Il vous touche, n'est-ce pas? Et puis elle touchote. Elle touchote, ça n'a aucun effet. C'est comme si elle pissait dans un violon. Vous comprenez? Voilà. Alors c'est le sens de ce texte. Et alors, pour prouver le macho de l'homme et pour prouver combien il est grand quand il vit, n'est-ce pas? Il vit, c'est un homme qui vit, la vie est tout. Et puis elle vivote quelque part sous la table. Vous comprenez? Alors c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire. Nous sommes en hiver à New York et le printemps arrive. Ces fleurs, ces petites jonquilles en sont témoins. Et nous allons voir une pièce qui s'appelle I have a block, qui s'appelle le Janus. Et Janus veut dire January. January meaning the Janus, the change of season. So do we have a Janus here? Janus regarde vers le passé et Janus regarde vers le futur. C'est une espèce d'ambivalence, on peut tourner. Cette ambivalence, c'est un peu peut-être banque, oui, peut-être banque, non. Et c'est une forme d'équilibre instable, qui est une de mes images. De mes images qui viennent et qui reparaissent tout le temps. Some people have said it is one of her signature style figures. Mettons que j'ai à peu près 6 ou 7 signature style figures, which come back all the time because they for me represent an important theme. So the Janus is symmetrical, as you say, just as l'année passée serait très similaire à l'année future. Très similaire et cependant pas identique. En fait, elle est l'opposé. Cette pièce n'est pas symétrique. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de cette eh bien ça, c'est une figure des années 40. Ouais. Et après, ça a été développé pendant les années 50 et pendant les années 60. Et c'est encore une forme qui me plaît, qui m'intéresse, qui m'inspire. Ce sont des formes... Ce sont des formes quasi géométriques. Elles sont géométriques dans le concept,
Mais en fait, dans les objets, ce n'est pas symétrique. Les objets ne sont pas symétriques. Mais dans le concept, il y a des identités, il y a des parallèles. Par exemple, dans cette idée de la torsade, une torsade, comme on l'a vu dans les dessins, ou une torsade de cheveux, est une chose très simple. C'est simplement une chose qui revolve around a vertical axe et qui a beaucoup de modifications. On peut jouer avec, c'est comme une musique. Il y a un axe comme ça, mais on ne peut pas dire que la chose soit géométrique. Non, on peut jouer. C'est ça, c'est une géométrie, vous pourriez dire que c'est une géométrie pas stricte, mais c'est une géométrie féminine avec laquelle on prend beaucoup de libertés, des libertés poétiques. Par conséquent, Marqué d'avoir fait de la géométrie. oui, ça m'a énormément marqué. Parce que la géométrie, c'est une sorte de sécurité. C'est une forme de renfort émotionnel. La géométrie est éternelle, la géométrie ne vous trahit jamais, tandis que le nid familial et les relations personnelles et émotives vous déçoivent toujours. La géométrie ne vous déçoit jamais. Pourquoi vous êtes devenu sculpteur, Louise? Parce que je ne pouvais pas m'en sortir, je viens de le dire, mais je vais le répéter, je ne pouvais pas m'en sortir avec toute la vie affective que la famille exige de vous. Une façon de vous battre. D'une façon de survivre, de façon de faire ce que l'on doit faire. Quand j'ai commencé, je me disputais avec ma mère, ma soeur, mon frère et mon père et tout le bazar. C'est ça qui m'a fait commencer. Je me disputais avec les gens, par conséquent, je suis devenu un sculpteur. Parce que je n'ai pas pu faire autre chose. Ernst Kries a dit, on devient, comment dirais-je, on trouve une vocation, on trouve une vocation parce que la vie vous oblige à apprendre certaines attitudes, à apprendre certaines attitudes, et à apprendre certaines techniques. Par conséquent, d'être un sculpteur, c'est une certaine technique pour être d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que je me refuge, je cherche refuge dans une occupation, dans un art qui ne fait de mal à personne. Vous comprenez? Je ne me trouve pas en but aux autres. Bien. Ah, alors voilà. Alors nous avons deux figures qui vont ensemble et qui se complètent. Voilà. Alors ça, c'est l'idée du couple. Je ne l'avais pas prévu comme ça. C'est arrivé comme ça. Alors c'est évidemment la figure féminine. Je l'ai dit d'avance. D'abord, elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle roule, elle fait ce qu'elle peut. C'est ça. Elle est ambivalente, elle est comme si, comme si, c'est une Normande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est elle, ça. Elle veut bien faire tout ce qu'on veut, mais encore faut-il qu'elle comprenne ce que l'on veut d'elle. Et elle n'a jamais compris. Alors, elle est comme ça. Elle se ballotte, hein. Et puis alors, le type, il se ballotte pas du tout. Moi. Il est là pour l'éternité. Hein. C'est ça, ça me fait plaisir, ça. Pourquoi? Ça me fait plaisir parce que c'est une situation idéale. Hein, ouais. Alors, quoi qu'on fasse à celui-là, on ne peut pas le remuer. Il est là pour toujours. Alors, forcément, ça lui plaît à elle. Alors, vous pourriez dire que c'est un statement, c'est une formulation antiféministe. Hein. J'ai des œuvres qui sont féministes, qui essayent d'être féministes, et puis j'ai des œuvres qui ne sont pas féministes. Et ça, c'est une œuvre qui n'est pas féministe. Parce que, évidemment, il a raison, lui. C'est ce qu'il fait, il n'emmerde personne, tandis qu'elle, elle ballotte, vous savez, elle ballotte, elle fricote, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle est pourtant jolie, mais elle ne le sait pas. Elle n'est pas très jolie?
Si, elle est pourtant jolie, mais elle ne le sait pas. Elle n'a aucune confiance en elle. Mais peut-être c'est comme ça qu'elle s'en sort. Mhm. Et elle est fragile, et c'est une pièce très fragile, parce que c'est une pièce, si elle tombait, celui-là, on ne peut pas le faire tomber. Même si on essaye, on n'arrivera pas à le faire tomber de la table. Mais si celle-là était comme ça, et qu'on la poussa, comme ça, elle se casse en deux. C'est une pièce très fragile, quoi que ce soit en marbre. Parce que souvent, vous faisiez des œuvres très sexuelles. Très, très sexuelle, oui, oui. Ce qui est vrai aussi. Quand on les Ben, c'est regarde. vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, ça dépend de qui le dit. Oui. Mais si on me le demande à moi, eh bien je dirais, bah, peut-être que c'est sexuel, mais c'est pas sexuel par exprès. Peut-être par accident. Mais il y a des accidents qui arrivent par exprès, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Et cette forme. Qu'un Non, c'est tout, alors moi je m'en vais, c'est tout. Non, mais non, je m'en vais, moi, si on essaye de me pousser à ce moment-là, je m'en vais. Je te dis de venir, vous ne viens pas. Ah, je viens pas, moi. Mais bien sûr, j'ai mis un chapeau. Vous savez pourquoi j'ai mis un chapeau? J'ai mis un chapeau parce que je me sens harcelée et je me protège sous mon chapeau. Ouais, ben, c'est tout. C'est mon chapeau d'atelier et voilà. Voilà. Je me sens harcelée. Alors qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un est harcelé? On se protège. You see, we are presented here with a problem of two languages. Jerry, who works with me and who knows the work very well, doesn't understand French. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Que l'on s'entende si bien, quoique ils ne comprennent pas, il ne comprend pas un traître mot de français. Alors ça donne des situations comme celle-ci, où il dit, mais je ne sais pas ce que tu dis à ton audience, je ne comprends rien. Mais c'est pas de notre faute. C'est pas de ma faute si vous ne comprenez pas. Moi, je fais ce que je peux. Il comprend, Mais non, il ne comprend rien. Il prétend qu'il comprend, il cache son ignorance, il ne comprend rien. Il comprend tout, vous comprenez, qui n'est pas verbal, mais il ne comprend pas la langue française. Pour des Français, c'est extraordinaire, parce que les Français sont tellement chauvins qu'ils pensent que tout le monde comprend le français. C'est pas vrai, personne ne comprend le français en Amérique. Personne. I was in graduate school studying painting, and I was working part-time at a gallery in Soho. And I started to curate some exhibitions for the gallery. And I included a piece of Louise, one of her famous pieces called Coyote, in a group exhibition. And she came to the opening, and that was the first time we met. We had a little argument about the show, and then we became friends. And after the show, I actually ended up selling the piece in the show, she was quite pleased at the time. The Australian National Gallery bought the piece. And she invited me to the house, and then I began to see some of her drawings on the walls, and there was sculpture everywhere. And I decided then I wanted to do an exhibition of just the drawings, which I did the following year. And we slowly became friends, and I started seeing more of the work, and it was a very complex body of work. And I just started becoming fascinating by the way she lived her life, the work, the correlation between the two, and how much it was really, the whole body of work was like a self-portrait. And so I slowly wanted to devote more time to her. And then little by little, as more of the work began to surface within the art world, the more a greater interest grew in the work. And it was a combination of getting the work out that I think was my job, was to get the work out, because it's something that she couldn't psychologically handle at the time. Sometimes it's difficult for you to live and with her, or to work with her, or to...
No, we don't have that. I think between us there's no problems because we don't really do the same thing. I think there's problems when there's other people involved. That's when I think there are problems. Between the two of us there's no problem. It's only when there's something that involves some other task outside of us. I think that's when the problems come. And I think that part of it is that Louise can, depending upon her relationship to the people she encounters, I guess certain people, they don't realize how complex, we're all complex, but Louise is particularly complex. And I think that people are not aware of those ups and downs and those changes and those... Because she seems to be so strong, so violent. Well, she's very intense and she's very sensitive. She's very the littlest thing, you know, when she encounters the other. She's very sensitive. Sometimes she's like a little girl. Mostly she's a little girl, actually. Il y a une petite figure, où c'est qu'elle est? Ah, elle est noire comme du charbon parce que c'est une petite figure d'ébène. Mais je l'ai en blanc aussi. La matière ne compte pas, que ce soit d'ébène ou que ce soit de plâtre, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est une petite figure qui, contrairement à celle-là, a beaucoup de dignité et sert à quelque chose. Celle-là, elle ne sert à rien parce qu'elle n'a pas de fonction, parce qu'elle est trop jeune, parce qu'elle vacille, parce qu'elle n'a pas de personnalité. Tandis que cette petite figure-là, s'il te plaît, Jerry, apporte la blanche. Pourquoi? Ah, elle est partie. Alors, nous allons la mettre ici parce que la couleur est très importante. Toutes ces trois vont ensemble. Nous oublierons l'ébène. Et alors, la différence, c'est que cette figure is self-involved, emotionally immature, et cette figure représente quelqu'un de très mature, puisque son destin, sa fonction, son utilité, c'est de soutenir. C'est une petite cariatide, elle soutient le poids de ce qu'il veut. Elle a la responsabilité. C'est ça. Elle est capable de soutenir des responsabilités, c'est ça. Ça, c'est une narration très fidèle de ce qui se passe, mais c'est aussi intéressant parce que, vous savez, je viens d'un background de tapissier, vous savez, et dans les tapisseries, même les images viennent beaucoup des tapisseries. D'abord, les tapisseries étaient des choses qui étaient très grandes. C'était d'une échelle qui n'était pas l'échelle normale. C'était plus grand que l'échelle normale, mais nos songes et nos nuits ont une échelle différente aussi. Et alors ces créatures ici, qui sont comme des cariatides, soutiennent le poids de la journée, le poids de ce que nous avons à faire, le poids de nos devoirs. Et ce sont des gens très propres et nets. Vous voyez que le parterre, il n'y a aucune saleté. Hein, c'est très propre. Et c'est leur devoir de soutenir en haut et d'empêcher d'être écrasés par ces choses. Alors, il est inutile de dire que ma famille est là, mon père est là, ma mère est là, ma sœur est là, mon frère est là, et moi je suis là. Et moi, je claim, c'est-à-dire que claim, on dit en français, je revendique le droit d'être plus jeune et de ne rien faire. Moi, je ne veux rien faire. Je ne veux pas que les gens m'embêtent avec leur histoire de rentrer les orangers. Tout ça, ça m'embête. Moi, je ne veux rien faire. Je ne veux qu'avoir du plaisir. Alors, je suis là assise et puis eux, ils travaillent. Hein? Voilà. C'est comme ça que je vois la vie. Alors, mon travail, le samedi, était de faire les dessins pour mes parents, pour les tapisseries. Et ma mère, qui était simplement honnête, me disait eh bien, merci beaucoup, Louise. C'est très gentil ce que tu as fait, c'est utile. Si tu ne faisais pas ça, il faudrait que M. Gounod des Gobelins vienne le faire. Et il n'est pas venu aujourd'hui, et vraiment, tu nous as rendu service.
Vous comprenez? Et alors, elle n'allait pas jusqu'à me dire, nous allons te payer 10 $ de l'heure. Non, il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Mais quand même, elle disait, c'est très gentil de ta part, et moi, ça me fait plaisir d'être utile. Vous comprenez? Alors, de très bonne heure, d'être une artiste, c'est d'être utile. Moi, je souffrais d'un désir de plaire inapproprié. J'aimais beaucoup que mon père déclara, ou que ma mère déclara que j'étais la plus gentille des trois. J'étais plus gentille que ma sœur, j'étais plus intelligente que mon frère. Vous comprenez? J'étais la préférée. Alors pour entendre dire ça, pour les entendre dire ça, j'essayais de leur plaire. Oui. J'essayais de faire pour eux des choses que je détestais faire, juste pour leur plaire. Je comprends. Oui. Donc votre mère, vous voyez, quand même, elle vous remerciait de... Oui, privé. Elle vous encourageait. C'est ça. Elle devait voir quand même que vous dessiniez. C'est ça. C'était bien. Alors elle me donnait, she respected my self-esteem. She did not put me down. Ma mère était une féministe et elle disait, Louise, je ne veux jamais que tu touches une aiguille. Vous comprenez? Elle venait de parents qui... Elle savait ce que c'était que d'être un ouvrier ou une ouvrière. Elle avait eu des ouvrières toute sa vie. Et elle ne voulait pas être une ouvrière. Oui. Mais elle vous disait aussi Et des choses efficaces. Elle me disait, pendant que les autres filles qui ont moins de chance que toi sont des ouvrières et tirent l'aiguille, vous comprenez? Toi, je veux que tu ailles au lycée. Ma mère était une féministe. Oui. Elle dit, il ne faut pas être ouvrier, hein, ça, c'est des pauvres types. Et alors, elle avait une idole qui était Luxembourg et qui était Louise Michel. Oui. Elle était activement féministe. Later, I got arrested for embezzling. And everyone just disappeared. Just like my mother. She abandoned me. 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 Jerry vous dira que j'ai habité dans 7 maisons, et les 7 maisons étaient des maisons de ville. Je suis une fille de la ville, j'ai toujours habité dans les villes. Mais j'ai toujours habité dans des villes où il y avait des rivières, c'est ça. Alors c'était à Aubusson, il y avait la Creuse, il y avait la Seine, il y avait le Hudson, il y avait tout, il y avait La Bièvre aussi. la Bièvre, évidemment, surtout la Bièvre. Et alors, ces rivières ont eu des sorts différents, et celle qui a eu le sort le plus satisfaisant, c'était la petite Creuse, parce que la Creuse naviguait entre des rochers, et elle n'inondait personne, mais à côté de ça, elle ne s'asséchait jamais. Et alors chez nous, à Antony, sur la Bièvre était une rivière à tempérament imprévisible, et quelquefois elle montait, quelquefois elle descendait, encore aujourd'hui. Et alors le rôle de mon frère était d'aller à l'écluse. Il y avait une écluse au coin de la maison, au coin du jardin, je dirais. Et alors quand on levait l'écluse, c'est pas lui qui est important, c'est lui, vous voyez, qui ouvre, qui ferme l'écluse. Et par conséquent, nous n'étions pas sujets à aucune inondation parce que nous étions protégés par l'écluse. On se protège comme on peut, évidemment. Et puis alors, il y a pour moi une autre forme de protection contre l'envahissement des inondations. C'est par A plus B, par logique et par un petit pas, on a un fil conducteur et on sait comment
on sait comment se sortir. Ça, c'est vous qui l'avez mis en place, ce fil conducteur. Oui, c'est une conception qui vous permet de mettre dans l'ordre, pas seulement dans l'ordre dans vos idées, pas seulement dans l'ordre de vos idées, mais dans l'ordre de vos émotions. Et au lieu d'avoir peur, eh bien, on se dit, il n'y a pas de raison d'avoir peur, il faut simplement penser à la situation. Par conséquent, j'essaye d'être une personne rationnelle. Vous comprenez? J'essaye d'éviter ma peur, de lutter contre ma peur en étant rationnelle. Et alors ces dessins sont très rationnels. Hein. Ce sont des dessins très rationnels. C'est ça. Ce sont des fils conducteurs. Il faut, comme le petit Pousset, quand il est abasourdi en étant perdu dans la forêt, il a un fil conducteur qui était les petits cailloux qui le reviennent. Alors ça a commencé par la peur de l'eau, parce que vous vous souvenez qu'Ophélie, dans Shakespeare, elle a coulé au fil de l'eau. Hein? Alors, on prend ce thème qui est un thème très triste, et alors, Ophélie aurait pu être sauvée des eaux, comme l'autre là qui était sauvée des eaux. Ophélie aurait pu être sauvée des eaux par qui? Alors ça, c'est pas un statement féministe. On ne va pas reparler de ça. On ne va pas reparler du féminisme, encore une fois. Alors, elle est sauvée des eaux par un beau jeune homme. Voilà. Alors, l'image se transforme entre Ophélie et sa réflexion dans l'eau. Voilà. Et alors, il y a deux personnages. Il y a Ophélie elle-même. Il y a le personnage qui est reflété, qui est l'ombre, qui est un genre d'ombre. Et alors, il y a la transformation, c'est une confusion des genres, mais on peut confondre les genres parce que les artistes peuvent prendre des libertés poétiques. Oui. Et les femmes qui ne sont pas complètement logiques, n'est-ce pas, ont une logique féminine. C'est-à-dire, c'est une logique qui n'est pas une logique. C'est une logique personnelle. Alors, dans cette logique personnelle qu'on accapare, pourquoi pas l'ombre d'Ophélie est devenue un jeune homme. Et alors, ce qui va rattacher ce jeune homme à Ophélie, qui voudrait bien s'en sortir, c'est qu'ils vont se ligoter. Vous comprenez? Ils vont s'attacher ensemble. Alors le ligotage commence ici, voilà, comme ça. Et puis alors, ici aussi, de façon à qu'Ophélie, quand elle revient à la vie, elle n'est pas si bête. Elle va s'accrocher à son jeune homme. Vous comprenez? Et alors ça, c'est là le dernier. Ils sont là tous les deux. Dieu sait qu'ils sont bien ligotés. Ils sont bien ligotés. Ils sont bien ligotés. Mais il y a des gens qui sont comme Thomas, puisque mon père disait toujours, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. C'était une expression consacrée qu'il avait adoptée. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors ça lui allait bien, il était content, nous on était contents aussi. Mais moi aussi je suis comme saint Thomas. Hein? Et alors je ne crois pas que le ligotage va opérer, n'est-ce pas? Alors je veux des preuves convaincantes que les choses sont bien accrochées. C'est-à-dire que quand vous avez un bouton, eh bien il y a une bonne boutonnière. Hein? Et puis ça ne va pas se déboutonner. Je vous garantis que ça ne se déboutonnera pas. Alors c'est ça que ça représente. Alors ça représente aujourd'hui, à l'heure, c'est un peu surfait, mais on ne sait jamais, il y a des accidents. Ça représentait le voyage de Jerry. Il faisait toujours des voyages en Australie, en Helsinki. Enfin, le dernier voyage qui correspond à ça, c'était le voyage à Helsinki. Vous comprenez? Ça durait un temps infini. On n'en voyait jamais la fin du voyage. Alors moi j'ai dit, vous comprenez, que ça m'agaçait. Hein.
C'était quand? La semaine dernière, il y a 2 semaines. Ouais. C'est dire que tout ça a à voir avec des choses très réelles, très d'aujourd'hui. Très d'aujourd'hui. What's this one you just did last night? Mon père avait la passion des statues. Comme il avait un jardin, il avait 2 choses. D'abord, il avait un jardin, il avait ses statues, mais il avait aussi une femme qui ne voulait pas de statues dans la maison. Et elle ne voulait pas de statues par terre sur lesquelles les gens trébuchaient et tombaient. Alors elle avait dit à son mari, « Moi j'adore tes statues, elles sont superbes. Je sais que tu ne peux pas vivre sans tes statues. » Bon, as a result, mon père s'est spécialisé dans des statues d'air libre, dehors, de jardin, qui à cette époque-là étaient des statues de plomb. C'était toujours des sujets à l'antique. Par exemple, Pyramétis B, vous savez ce que c'est que l'histoire des Pyramétis B. Pyram est mort et Tisbé en est morte. Vous savez, c'était toujours des statues qui représentaient l'amour conjugal. Vous comprenez? Alors il avait besoin de prouver l'amour conjugal puisqu'il couchait avec tout le monde. Alors, périodiquement, il fallait qu'il rassure ma mère que c'était bien dans l'esprit conjugal qu'il aimait. Voilà. Et alors, lorsqu'il n'a plus pu rapporter des statues du genre les grandes eaux de Saint-Cloud, qui étaient pleines de plomb, alors il s'en est rabattu sur des terres cuites et sur des ciments moulés. Vous savez, il y a de la statuaire de jardin, il y a toutes sortes de choses, excepté du plâtre, et excepté de la poterie. Alors, d'une drôle de façon, par exemple, quand je parle de la poterie, n'est-ce pas, je me souviens toujours, et c'est resté le seul caractère de la poterie pour moi, c'est quelque chose qui se casse et dont il ne faut jamais se servir ou même accepter. Et ma mère avait tellement, elle n'avait pas peur, mais elle était toujours un peu suspecte du fait que mon père allait se mettre soudainement en colère. Je vous ai parlé de la zizanie. Alors la zizanie était très réelle et elle avait un rapport avec la zizanie. Elle n'avait pas peur du tout, mais elle n'aimait pas ça parce que c'était pas très bien pour les enfants. Alors elle préparait à côté de la table, à côté de l'assiette et des couverts de son mari, elle avait une petite pile de soucoupes, n'est-ce pas? Et alors quand elle sentait la zizanie venir, elle poussait les soucoupes et mon père, au lieu de crier, d'utiliser une voix méchante, prenait une soucoupe et il la tapait.
Alors ça avait un effet bœuf. Oh, ben oui. Ça avait un effet bœuf, mais ça nous protégeait de la furie de mon père. Ça lui fait plaisir d'entendre ça. Et alors, maman souriait, parce qu'elle n'avait pas peur, mais les enfants se sentaient mieux. Et je crois que lui, il se sentait coupable, il se sentait honteux. Il devait se sentir honteux de sa violence. Mais quand je lui parlais de mes professeurs, qui étaient Othon Friès, tous les ateliers de l'époque, Othon Friès, Paul Colin, Fernand Léger, tous ces gens-là, il ne voyait ces gens qu'en tant que séducteurs de sa fille, c'est tout. C'était une projection? Pardon? C'était une projection? Complète, une projection totale, oui. Alors il s'agissait de me protéger contre ces coureurs. Tous les hommes étaient des coureurs. Vous m'avez dit que... Et c'était pas vrai, Fernand Léger n'était pas un coureur, mais non, c'est idiot, André Lotte n'était pas un coureur, pour la bonne raison qu'il y avait tellement de filles dans l'atelier que moi je n'étais pas en danger. Il y avait beaucoup de filles? Oui, il y avait beaucoup de filles, et les filles étaient surtout des Américaines. Et c'est comme ça que j'ai eu une très bonne éducation à Montparnasse, parce que j'étais docente à l'école du Louvre, et en même temps j'allais à Montparnasse. Et alors, André Lotte et Fernand Léger ne comprenaient pas un seul mot d'anglais, pas un. Alors quand ils me voyaient entrer, les élèves, ils ne comprenaient pas les élèves ne le comprenaient pas. Alors, quand il me voyait entrer, il disait bien, viens voir, Louise, tu vas me traduire ci, tu vas me traduire ça. Et c'est comme ça que j'ai eu des bourses, pour rien, vous comprenez, je n'avais pas besoin de payer, dans toutes ces écoles. Ouais. Gros-mère, enfin, il y en avait une tripotée. Il y a des professeurs qui ont été importants, qui vous avez appris des choses qui vous... Ah oui. Non seulement ils m'ont appris beaucoup, mais mon affection va à mes professeurs. Je n'aime que les gens que j'admire. Je n'aime que les gens qui m'apprennent quelque chose. C'est drôle, c'est une drôle vision de la vie. Oui. Mais si vous savez quelque chose que je ne sais pas, alors tout d'un coup j'ai une vraie attraction pour vous. Je vous aime pour ce que vous m'apprenez. Par conséquent, ça inclut tous les professeurs, par définition. If you notice, I have not talked about Sadie. I have never mentioned that name. Sadie was... Right. Je n'ai pas besoin de raconter son histoire, je veux simplement raconter la fonction qu'elle avait dans notre maison, qui rendait mon père si furieux et qui nous rendait, nous, si tristes. C'est-à-dire que Sadie, qui avait 2 ans de plus que ma sœur, était notre gouvernante et était la maîtresse de mon père. Et elle habitait pendant 10 ans chez nous. Et alors il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. Sadie, par exemple, était là pour conduire la voiture, pour conduire ma mère, elle était là pour coucher avec mon père, elle était là pour nous enseigner l'anglais. Elle avait beaucoup de fonctions, mais elle était très déroutante. Elle avait aussi la fonction de jouer au billard avec mon père tard dans la nuit. Et je pense qu'après ma mère, Sadie, la maîtresse, a été la personne la plus importante, la plus significante de ma vie. Voilà. Les émotions que j'avais pour elle me sont restées, me restent encore, et font encore partie de mon travail. Comment vous êtes défendu de... Je me suis défendue en séparant mes ambitions de lui tordre le cou,
avec les sentiments avouables qui étaient d'être poli avec elle. Et j'étais polie. C'était parce que vous étiez... J'étais polie parce que I had to. I had to. Vous êtes plus fort que son ami. Oui, I had to, because I had no place to go. Mais aujourd'hui, on parle toujours des runaway girls en Amérique. Eh bien, j'étais une forme de runaway girl avant la lettre, malgré moi. C'est-à-dire, I was a runaway girl, mais il fallait que je reste là quand même. Alors, il y avait un conflit. Mais le fait est que je suis partie jusqu'en Amérique, hein. J'y suis arrivée. J'y suis arrivée à me détacher. Et quand vous êtes installé en Amérique... Après... Et c'est en fait une des raisons pour lesquelles j'ai voulu oublier, j'ai voulu me séparer du passé. Parce que le passé était assez difficile. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, nous pourrions parler du temps et surtout de la mesure du temps, c'est-à-dire ces systèmes d'oscillation qui sont essentiellement une mesure du temps, de scander le temps et même peut-être d'en faire une rap session. Par exemple, si nous écoutons simplement et si nous regardons, et si nous observons cette mesure du temps comme une berceuse, on peut voir qu'on peut l'avoir dans plusieurs directions et dans plusieurs matériels. Que ce soit le son des vagues sur la plage ou que ce soit la berceuse d'un enfant que l'on rocks, ou que ce soit cette chose qui tourne, c'est toujours une question d'avancer dans l'espace à une certaine vitesse. Évidemment qu'avec la vitesse, il y a la distance, et si la distance est très très près. Ou alors on peut la changer. Et quand on l'écoute assez longtemps, on arrive à percevoir la vitesse qui correspond à notre vitesse, à la vitesse de notre pensée. Est-ce que nous pensons vite, très vite? Est-ce que nous avons une tasse de café? Est-ce que nous sommes très énervés? Est-ce que nous sommes d'une énergie folle? Ou alors, voilà, on se repose. Puis on finit par s'endormir. Et celle-là arrive à s'immobiliser. Et celui-là, il insiste à tourner celui-là. Celui-là peut s'arrêter. Par conséquent, on peut influencer le temps énormément et le mesurer.
Bon. Alors, voyez que dans cet atelier, il y a 4 araignées. Il y en a 2 ici qui sont en cours d'exécution. Évidemment que esthétiquement, ça ne devrait pas être là. Ce sont des soutiens. Et en même temps, elles tremblent ici. Hein. Elles tremblent. Il faut faire attention que ça ne vous tombe pas sur la tête. Alors, il y a cette grande-là. L'une est au-dessous de l'autre. Et nous avons un nid d'araignées où il y en a qui était au musée de Trent, en Belgique. Et il y avait 5 araignées, les unes à l'intérieur des autres. Évidemment, celle-là est très grande. Celle-là est toute petite. Celle-là est toute petite. Alors, elle a ses 8 pattes, comme il se doit. Et on peut la trimballer d'un endroit à l'autre. Mais je ne me suis jamais fatiguée de les représenter depuis 3 ans. Mais la plus belle, et je suis très heureuse qu'elle soit là, c'est celle-ci. Alors vous voyez pourquoi est-ce qu'elle est belle. Regardez les articulations. Elle a 7 jambes qui sont parfaites, qui touchent le sol, qui la soutiennent. Et puis elle a quelque chose ici qui l'a empêchée. Peut-être qu'elle s'est écrasée le bout du pied, quelque chose, alors elle se tourne comme ça. Alors celle-là, c'est ma préférée. C'est un animal qui peut attendre, c'est un animal patient, qui va attendre pendant des heures au coin de la fenêtre pour attraper les moustiques. Et vous savez que j'ai horreur des moustiques parce que le moustique est la métaphore de toutes les maladies. Et c'est la métaphore du sida, en fait. Le moustique est une chose horrible. Et alors elle est là, qui attend les moustiques, et elle va tous les bouffer. Elle n'en fait pas un plat, elle continue, et elle est anticipable. Elle est anticipable, elle est propre. Vous savez que les araignées font disparaître leurs excréments. Elles sont parfaitement propres. Et elles sont intelligentes, et elles sont intelligentes et n'ont aucune émotion, elles sont rationnelles, et c'est le genre elles ont des nerfs d'acier, et ma mère était comme ça. Ma mère avait des nerfs d'acier. Alors elle supportait toutes les esclandres et toutes les explosions d'émotions que tous les autres avaient dans la maison, incluant moi, et elle supportait tout le monde. Maybe you have to try again one more time. Just pick any card. Just take a card anyway. Il ne faut pas essayer de m'influencer, là. Just take out of you. Il essaye de m'influencer, hein. Now, it was a 7 of diamonds again. Ça, non, mais il ne faut pas faire de confusion. C'est ma carte favorite, mais ce n'est pas la carte que je viens de montrer. It wasn't the 7 of diamonds? Non. Maybe Wasn't. Pardon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On recommence? Well, I do have a card in my pocket here. Maybe it was that one there. Yeah. This one. What was the name of your card? Je crois que c'était le 6 de pique. Oui, c'est formidable. Oh. C'est très formidable. Très bien. Ouais. La femme de l'anglo est une anglote. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle dansote. Tout ce qu'on veut, mais encore faut-il qu'elle comprenne ce que l'on veut d'elle. Et elle n'a jamais compris. Alors elle est comme ça, elle se ballotte. Hein? Et puis alors, le type, il se ballotte pas du tout. Il est là pour l'éternité. Hein? C'est ça, ça me fait plaisir, ça. Pourquoi? Ça me fait plaisir parce que c'est une situation idéale. Hein? Ouais. Alors, quoi qu'on fasse à celui-là, on ne peut pas le remuer. Il est là pour toujours.
alors forcément, ça lui plaît à elle. Alors vous pourriez dire que ça c'est un statement, c'est une formulation antiféministe. Hein. Oui, mais j'ai des œuvres qui sont féministes, qui essayent d'être féministes, et puis j'ai des œuvres qui ne sont pas féministes. Et ça, c'est une œuvre qui n'est pas féministe. Parce que, évidemment, il a raison, lui. C'est ce qu'il fait, il n'emmerde personne, tandis qu'elle, elle ballotte, vous savez, elle ballotte, elle fricote, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle est pourtant jolie, mais elle ne le sait pas. Elle n'est pas très jolie? Si, elle est pourtant jolie, mais elle ne le sait pas. Elle n'a aucune confiance en elle. Mais peut-être c'est comme ça qu'elle s'en sort. Mhm. Et elle est fragile, c'est une pièce très fragile parce que c'est une pièce, si elle tombait, celui-là on ne peut pas le faire tomber. Même si on essaye, on n'arrivera pas à le faire tomber de la table. Mais si celle-là était comme ça et qu'on la poussa, comme ça, elle se casse en deux. C'est une pièce très fragile, quoi que ce soit en marbre. Parce que souvent vous faisiez des œuvres très sexuelles. Très, très sexuelle, oui, oui. Ce qui est vrai aussi. Quand on les Ben, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, ça dépend de qui le dit. Oui. Mais si on me le demande à moi, eh bien je dirais, bah, peut-être que c'est sexuel, mais c'est pas sexuel par exprès. Peut-être par accident. Mais il y a des accidents qui arrivent par exprès, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais. Et cette forme. Qu'un Non, c'est tout, alors moi je m'en vais, c'est tout. Non, mais non, je m'en vais, moi, si on essaye de me pousser à ce moment-là, je m'en vais. Je te dis de venir, vous ne viens pas. Ah, je viens pas, moi. Mais bien sûr, j'ai mis un chapeau. Vous savez pourquoi j'ai mis un chapeau? J'ai mis un chapeau parce que je me sens harcelée et je me protège sous mon chapeau. Ouais, ben, c'est tout. C'est mon chapeau d'atelier et voilà. Voilà. Je me sens harcelée. Alors qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un est harcelé? On se protège. Okay, can we begin? You see, we are presented here with a problem of two languages. Jerry, who works with me and who knows the work very well, doesn't understand French. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Que l'on s'entende si bien, quoique il ne comprenne pas, il comprend pas un traître mot de français. Alors ça donne des situations comme celle-ci où il dit mais je ne sais pas ce que tu dis à ton audience, je comprends rien. Mais c'est pas de notre faute. C'est pas de ma faute si vous comprenez pas. Moi je fais ce que je peux. Il comprend, je Mais non, il comprend rien. Il prétend qu'il comprend, il cache son ignorance, il comprend rien. Il comprend tout, vous comprenez, qui n'est pas verbal, mais il ne comprend pas la langue française. Pour des Français, c'est extraordinaire, parce que les Français sont tellement chauvins qu'ils pensent que tout le monde comprend le français. C'est pas vrai, personne ne comprend le français en Amérique. Personne. I was in graduate school studying painting. Là. Elle est capable de soutenir des responsabilités, c'est ça. Ouais. Ça, c'est une narration très fidèle de ce qui se passe, mais c'est aussi intéressant parce que, vous savez, je viens d'un background de tapissier, vous savez, et dans les tapisseries, même les images viennent beaucoup des tapisseries. D'abord, les tapisseries étaient des choses qui étaient très grandes, c'était d'une échelle qui n'était pas l'échelle normale, c'était plus grand que l'échelle normale, mais nos songes et nos nuits ont une échelle différente aussi. Et alors ces créatures ici, qui sont comme des cariatides, soutiennent le poids de la journée, le poids de ce que nous avons à faire, le poids de nos devoirs. Et ce sont des gens très propres et nets, vous voyez que le parterre, il n'y a aucune saleté, hein, c'est très propre. Et c'est leur devoir de soutenir en haut et d'empêcher d'être écrasés par ces choses.
Alors, il est inutile de dire que toute ma famille est là, mon père est là, ma mère est là, ma sœur est là, mon frère est là, et moi je suis là. Et moi, je claim, c'est-à-dire que claim, on dit en français, je revendique le droit d'être plus jeune et de ne rien faire. Moi, je ne veux rien faire. Je ne veux pas que les gens m'embêtent avec leur histoire de rentrer les orangers. Tout ça, ça m'embête. Moi, je ne veux rien faire. Je ne veux qu'avoir du plaisir. Alors, je suis là assise et puis eux, ils travaillent. Hein? Voilà. C'est comme ça que je vois la vie. Alors, mon travail, le samedi, était de faire les dessins pour mes parents, pour les tapisseries. Et ma mère, qui était simplement honnête, me disait eh bien, merci beaucoup, Louise. C'est très gentil ce que tu as fait, c'est utile. Si tu ne faisais pas ça, il faudrait que M. Gounod des Gobelins vienne le faire. Et il n'est pas venu aujourd'hui. Et vraiment, tu nous as rendu service. Vous comprenez? Et alors, elle n'allait pas jusqu'à me dire nous allons te payer 10 $ de l'heure. Non, il ne faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Mais quand même, elle disait c'est très gentil de ta part. Et moi, ça me fait plaisir d'être utile. Vous comprenez? Alors, de très bonne heure, d'être une artiste, c'est d'être utile. Moi, je souffrais d'un désir de plaire inapproprié. J'aimais beaucoup que mon père déclara, ou que ma mère déclara que j'étais la plus gentille des trois. J'étais plus gentille que ma sœur, j'étais plus intelligente que mon frère. Vous comprenez? J'étais la préférée. Alors pour les entendre dire ça, j'essayais de leur plaire. Oui. J'essayais de faire pour eux des choses que je détestais faire, juste pour leur plaire. Je comprends. Oui. Donc votre mère, vous voyez, quand même, elle vous remerciait de... Oui, privé. Elle vous encourageait. C'est ça. Elle devait voir quand même que vous dessiniez. C'est ça. C'était bien. Alors elle me donnait, she respected my self-esteem. She did not put me down. Ma mère était une féministe et elle disait « Louise, je ne veux jamais que tu touches une aiguille. » Vous comprenez? Elle venait de parents qui... Elle savait ce que c'était que d'être un ouvrier ou une ouvrière. Elle avait eu des ouvrières toute sa vie. Et elle ne voulait pas être une ouvrière. Oui. Mais elle vous disait aussi Et des choses efficaces. Elle me disait, pendant que les autres filles qui ont moins de chance que toi sont des ouvrières, il s'agit aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, du regard et de la parole. Entre nous, le regard est beaucoup plus important que la parole. Voilà. Avec le regard, on ne peut pas tricher. Avec la parole, on peut mentir toute la journée et personne ne le sait. Alors c'est un dialogue, on parle d'un homme et d'une femme. Alors, vous savez ce que c'est, les hommes. Par exemple, on parle d'un homme qui découvre un vaccin. Il découvre un vaccin. Un grand type, hein. Et elle dégote. Elle dégote un petit canapé à l'hôtel des Ventes. Vous comprenez? C'est ça la relation. Alors, si je ne vous convainc pas, on peut vous donner d'autres exemples. Par exemple, il parle. Alors, quand il parle, le monde s'arrête de tourner. Et puis elle parlote. Puis alors, quand c'est l'heure du déjeuner, il cuisine. Il cuisine. Il y a un déjeuner formidable, la petite Odessa. Et puis elle popote. Elle popote. Et puis alors, quand il se sent bien, il siffle. Il siffle, il a un beau siffle, il siffle comme un merle. Et puis elle, elle sifflote. Bon. Et puis alors, quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas? Il vous touche, n'est-ce pas? Et puis elle touchote. Elle touchote, ça n'a aucun effet. C'est comme si elle pissait dans un violon. Vous comprenez? Voilà.
Alors c'est ça, c'est le sens de ce texte. Et alors, pour prouver le macho de l'homme et pour prouver combien il est grand quand il vit, n'est-ce pas? Il vit, c'est un homme qui vit, la vie est tout. Et puis elle vivote quelque part sous la table. Vous comprenez? Alors c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire. Nous sommes en hiver à New York et le printemps arrive. Ces fleurs, ces petites jonquilles en sont témoins. Et nous allons voir une pièce qui s'appelle I have a block, qui s'appelle le Janus. Et Janus veut dire January. January meaning the Janus, the change of season. So do we have a Janus here? Janus regarde vers le passé et Janus regarde vers le futur. C'est une espèce d'ambivalence, on peut tourner. Cette ambivalence, c'est un peu peut-être banque, oui, peut-être banque, non. Et c'est une forme d'équilibre instable, qui est une de mes images. De mes images qui viennent et qui reparaissent tout le temps. Some people have said it is one of her signature style figures. Mettons que j'ai à peu près 6 ou 7 signature style figures, which come back all the time because they for me represent an important theme. So the Janus is symmetrical, as you say, just as l'année passée sera très similaire à l'année future. Très similaire et cependant pas identique. En fait, elle est l'opposé. Cette pièce n'est pas symétrique. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de cette pièce? Eh bien ça, c'est une figure des années 40. Ouais. Et après, ça a été développé pendant les années 50 et pendant les années 60. Et c'est encore une forme qui me plaît, qui m'intéresse, qui m'inspire. Ce sont des formes... Ce sont des formes quasi géométriques. Elles sont géométriques dans le concept, mais en fait, dans les objets, ce n'est pas symétrique. Les objets ne sont pas symétriques. Mais dans le concept, il y a des identités, il y a des parallèles. Par exemple, dans cette idée de la torsade, une torsade, comme on l'a vu dans les dessins, ou une torsade de cheveux, est une chose très simple. C'est simplement une chose qui revolve around a vertical axe et qui a beaucoup de modifications. On peut jouer avec, c'est comme une musique. Il y a un axe comme ça, mais on ne peut pas dire que la chose soit géométrique. Non, on peut jouer. C'est ça, c'est une géométrie, vous pourriez dire que c'est une géométrie pas stricte, mais c'est une géométrie féminine avec laquelle on prend beaucoup de libertés, des libertés poétiques. Par conséquent, Marqué d'avoir fait de la géométrie. oui, ça m'a énormément marqué. Parce que la géométrie, c'est une sorte de sécurité. C'est une forme de renfort émotionnel. La géométrie est éternelle, la géométrie ne vous trahit jamais, tandis que le nid familial et les relations personnelles et émotives vous déçoivent toujours. La géométrie ne vous déçoit jamais. Pourquoi vous êtes devenu sculpteur, Louise? Parce que je ne pouvais pas m'en sortir, je viens de le dire, mais je vais le répéter, je ne pouvais pas m'en sortir avec toute la vie affective que la famille exige de vous. C'est une façon de vous battre.
d'une façon de survivre, de façon de faire ce que l'on doit faire. Quand j'ai commencé, je me disputais avec ma mère, ma soeur, mon frère et mon père et tout le bazar. C'est ça qui m'a fait commencer. Je me disputais avec les gens, par conséquent je suis devenu un sculpteur. Parce que je n'ai pas pu faire autre chose. Ernst Chris a dit, on devient, comment dirais-je, on trouve une vocation, on trouve une vocation parce que la vie vous oblige à apprendre certaines attitudes, à apprendre certaines attitudes, et à apprendre certaines techniques. Par conséquent, d'être un sculpteur, c'est une certaine technique pour être d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que je me refuge, je cherche refuge dans une occupation, dans un art qui ne fait de mal à personne. Vous comprenez? Je ne me trouve pas en but aux autres. Bien. Ah, alors voilà. Alors nous avons deux figures qui vont ensemble et qui se complètent. Voilà. Alors ça, c'est l'idée du couple. Je ne l'avais pas prévu comme ça. C'est arrivé comme ça. Alors c'est évidemment la figure féminine. Je l'ai dit d'avance. D'abord, elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle roule, elle fait ce qu'elle peut. C'est ça. Elle est ambivalente, elle est comme si, comme si, c'est une Normande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est elle, ça. Elle veut bien faire tout ce qu'on lui... And I was working part-time at a gallery in Soho. And I started to curate some exhibitions for the gallery. And I included a piece of Louise, one of her famous pieces called Coyote, in a group exhibition. And she came to the opening, and that was the first time we met. We had a little argument about the show, and then we became friends. And after the show, I actually ended up selling the piece in the show, which was, she was quite pleased at the time. The Australian National Gallery bought the piece. And she invited me to the house, and then I began to see some of her drawings on the walls, and there was sculpture everywhere. And I decided then I wanted to do an exhibition of just the drawings, which I did the following year. And we slowly became friends, and I started seeing more of the work, and it was a very complex body of work. I just started becoming fascinating by the way she lived her life, the work, the correlation between the two, and how much it was really, the whole body of work was like a self-portrait. And so I slowly wanted to devote more time to her. And then little by little, as more of the work began to surface within the art world, the more a greater interest grew in the work. And it was a combination of getting the work out that I think was my job, was to get the work out, because it's something that she couldn't psychologically handle at the time. Sometimes it's difficult for you to live and with her, or to work with her, or to... No, we don't have that. I think between us there's no problems because we don't really do the same thing. I think there's problems when there's other people involved. That's when I think there are problems. Between the two of us there's no problem. It's only when there's something that involves some other task outside of us. I think that's when the problems come. And I think that part of it is that Louise can, depending upon her relationship to the people she encounters, I guess certain people, they don't realize how complex, we're all complex, but Louise is particularly complex. And I think that people are not aware of those ups and downs and those changes and those... because she seems to be so strong, so violent. Well, she's very intense and she's very sensitive. She's very the littlest thing, you know, when she encounters the other. She's very sensitive. Sometimes she's like a little girl. Mostly she's a little girl, actually. Il y a une petite figure, où c'est qu'elle est? Ah, elle est noire comme du charbon parce que c'est une petite figure d'ébène.
mais je l'ai en blanc aussi. La matière ne compte pas, que ce soit d'ébène ou que ce soit de plâtre, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est une petite figure qui, contrairement à celle-là, a beaucoup de dignité et sert à quelque chose. Celle-là, elle ne sert à rien parce qu'elle n'a pas de fonction, parce qu'elle est trop jeune, parce qu'elle vacille, parce qu'elle n'a pas de personnalité. Tandis que cette petite figure-là, s'il te plaît, Jerry, apporte la blanche. Pourquoi? Ah, elle est partie. Alors, nous allons la mettre ici parce que la couleur est très importante. Toutes ces trois vont ensemble. Nous oublierons l'ébène. Et alors, la différence, c'est que cette figure is senile evolved, emotionally immature, et cette figure représente quelqu'un de très mature, puisque son destin, sa fonction, son utilité, c'est de soutenir. C'est une petite cariatide, elle soutient le poids de ce qu'il veut. Elle a une énorme responsabilité.